Donc c'est parti. Bienvenue, bonjour, et bienvenue à notre deuxième séance déjà du nouveau cycle de conférences qui s'appelle À la rencontre des historiens et des historiennes de la santé, qui vise donc à aller, comme son nom l'indique, à la rencontre des historiens et des historiennes de la santé. Tout ça est organisé dans le cadre de la 10e année d'existence du réseau historien de la santé, qui a depuis une dizaine d'années maintenant, donc, pour objectif de réunir les gens qui travaillent dans le domaine de l'histoire de la santé en français, dans la francophonie. Et donc, pour cette deuxième séance, on a le plaisir d'avoir deux invités qui vont nous parler de l'histoire de l'avortement, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. C'était le titre de notre séance, Avorter de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc, on aura l'occasion d'entendre aujourd'hui Laura Tatwex, qui est docteur en histoire et rattachée au CRH de l'École des hautes études en sciences sociales, pour nous parler de l'avortement en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Puis Marie-Laurence Raby, qui est étudiante à la maîtrise et bientôt au doctorat en histoire à l'Université Laval, et qui, elle, nous parlera de l'avortement au Québec au XXe siècle. Pour celles et ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de ce cycle de conférences, ça fonctionne toujours de la même manière. Chaque intervenante a une vingtaine de minutes pour présenter son travail. S'ensuit un temps de questions. Même chose pour le deuxième intervenant ou la deuxième intervenante. Et puis, si on a du temps, on se garde un petit peu de temps à la fin pour débattre des deux interventions, puis pour peut-être croiser les questionnements. Le tout devant finir dans à peu près 1 heure et demie pour libérer les uns et les autres d'un côté et de l'autre de l'Atlantique aux tâches qui leur incombent à la maison ou au travail. Sur ce, je me tais. Je vais passer directement la parole donc à Laura Tatwex, qui va nous parler, et je cite son titre exact, mais peut-être qu'elle aura l'occasion de préciser tout ça. Voilà, vous l'avez, c'est parti, c'est maintenant. Les praticiens et praticiennes de santé et l'avortement en France, 17e et 18e siècle. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui. La parole est à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si vous voyez du coup le PowerPoint en entier, parce que je vois que les vidéos le masquent un peu. Donc, si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, je lirai, je changerai, on débrouillera. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect un petit peu précis de ma thèse, puisque j'ai travaillé sur l'avortement en France à l'époque moderne, dans tous ses aspects. J'ai essayé vraiment de me saisir de cet objet et puis d'analyser toutes les coutures en fonction de l'information disponible. Et donc aujourd'hui, dans la perspective de séminaire, j'aimerais vous parler du rôle des praticiens et des praticiennes de santé dans l'avortement en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les praticiens de santé occupent une place importante dans les sources qui évoquent l'avortement volontaire en France à l'époque moderne. On les trouve en premier lieu comme producteurs et productrices de savoir dans le cadre de la littérature médicale et surtout de la littérature obstétricale. À cette époque-là, on parle de traités des maladies des femmes et puis progressivement au XVIIIe siècle, cette littérature devient se mue en traité des accouchements, mais le contenu est le même. Et les praticiens qui prennent la parole sur le sujet sont essentiellement des médecins, des chirurgiens, mais aussi quelques sages-femmes, hein. Elles sont 3 seulement au XVIIe au XVIIIe siècle, mais elles existent, donc elles méritent d'être mentionnées. Dans ces sources-là, dans cette littérature médicale, les praticiens de santé n'apparaissent jamais comme acteurs ou actrices des avortements, ou alors seulement à la marge, puisque quelques auteurs évoquent à demi-mot des praticiens ou praticiennes peu scrupuleux et dans ce cas-là, c'est souvent les sages-femmes qui sont les premières visées, hein, les méchantes matrones. Donc ils évoquent ces praticiens qui s'adonneraient à la pratique de l'avortement volontaire, bien souvent donc à demi-mot, et l'avortement est d'ailleurs désigné par des périphrases, hein. Dans ce cas-là, tout est extrêmement voilé. Dans cette littérature médicale, le rapport à l'avortement volontaire est très ambigu. Il est souvent condamné de manière unilatérale par les auteurs et les autrices qui, le plus souvent, en fait, évitent le sujet. Les auteurs et autrices évoquent l'avortement comme un phénomène physiologique, en énumèrent les causes
qui peuvent être plus ou moins intentionnelles, hein. On va faire de longs laïus sur toutes les activités physiques que les femmes enceintes doivent éviter, pour ne pas, risquer, d'avorter. Mais dès lors qu'il s'agit d'aborder la question de l'avortement provoqué, là, généralement, c'est, le silence. L'une des raisons de ce silence est assez identifiable, c'est la peur de la, censure. Heu, il y a un précédent puisque en 1575, Ambroise Paré voit une partie de ses œuvres censurées, puisqu'on l'accuse de divulguer des, remèdes, des connaissances sur l'avortement, provoqué lorsque, il donne des informations sur la façon d'évacuer un fœtus mort. Mais du coup, on l'accuse de divulguer des secrets. C'est un sujet très sensible dans la littérature médicale et donc dès lors que les auteurs doivent énoncer, ce genre de, remèdes, hein, donc des remèdes qui servent à d'autres choses qu'avorter, mais qui servent à évacuer effectivement, des fœtus morts, par exemple, ils restent soit très vagues sur la posologie, ils utilisent des abréviations, ils utilisent le latin, enfin en tout cas, ils ont recours à un certain nombre de stratégies de dissimulation. Donc dans ce contexte de la littérature médicale, la pratique des avortements par les praticiens de santé est inenvisageable. Une déontologie se structure, d'ailleurs, hein, à l'époque moderne, notamment autour du serment d'Hippocrate qui, connaît un intérêt nouveau à partir de la Renaissance et c'est ce que je vous donne une référence, hein, c'est ce que montre cet article de, très bien cet article de Thomas Rutten. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, la réception de ce serment d'Hippocrate va énormément se concentrer autour de l'interdiction de l'avortement et d'ailleurs, alors qu'Hippocrate n'interdit que, les PCR abortifs, enfin il est vraiment très spécifique, hein, dans son interdiction de l'avortement, les interprétations qui en sont faites par les modernes sont souvent, vont dans le sens d'une interdiction absolue de pratiquer des avortements et voilà, mettre l'accent sur, cet aspect, de la déontologie médicale. Les statuts de métier aussi qui existent à l'époque moderne ou encore les ordonnances qui vont réglementer, la pratique de certaines, professions dans les villes, heu, interdisent souvent explicitement, l'avortement. À Paris, par exemple, les sages-femmes jurées de la ville prêtent serment, je cite: «Qu'elles n'ordonneront ni ne donneront aucun breuvage, ni autre sorte de médicament à femmes, soit mariées ou non mariées, pour provoquer l'avortement de leurs fruits à peine de vie». De façon plus générale, c'est une pratique interdite qui est prohibée par l'Église catholique de façon explicite depuis la fin du XVIe siècle, hein. Le dernier texte en date, c'est la bulle Sedes Apostolica de 1591 qui assimile l'avortement volontaire à un homicide. Cette pratique est aussi condamnée par le pouvoir royal, par l'État, français, puisque, Henri II, pardon, promulgue un édit en février, 1556, 1505 alors on trouve les 2 dates, 1556 ou 1557. 1556, c'est la date du texte, mais c'est une année où, le calendrier commençait à Pâques, donc généralement on donne la date en corrigé, en version corrigée, donc vous pouvez trouver, 1556 ou 57 pour désigner cet édit. Donc cet édit, l'édit d'Henri II, criminalise le recel de grossesse, donc le fait de cacher sa grossesse, hein, le recel de grossesse et la suppression de part, donc le fait de se débarrasser de son fruit et en fait, il englobe à la fois l'avortement, donc le fait de se débarrasser de son fruit avant terme et l'infanticide, donc le fait de tuer l'enfant, à la naissance. Pourtant, et donc c'est vraiment sur ce point que je vais développer aujourd'hui, ces mêmes praticiens sont très nombreux parmi les avorteurs et les avorteuses. Donc j'aurais pas le temps de traiter de la question ambiguë de l'avortement volontaire dans la littérature médicale, hein, que je viens d'aborder, très rapidement. Si jamais ça vous intéresse, ma thèse est en ligne et j'ai écrit un article dans un ouvrage collectif qui s'appelle «Enfanter dans la France d'Ancien Régime» qui, en fait, aborde, cette question. Voilà, donc je vous renvoie, à ça si ça vous intéresse. Ces praticiens et praticiennes de santé devenus, avorteurs ou avorteuses, on les trouve donc non pas dans la littérature médicale, mais plutôt dans les archives judiciaires, contexte dans lequel, cette fois, ils ont très peu la parole, puisque, même s'ils sont soumis à des interrogatoires, hein, la pratique, la parole dans, ces interrogatoires est médiatisée par l'institution judiciaire, hein. Les termes sont modifiés parfois, par le greffier, la parole est retranscrite
volontaires. La première chose qu'on peut constater, c'est qu'ils sont assez nombreux parmi les avorteurs et les avorteuses. Si tous les avorteurs et les avorteuses ne sont pas des praticiens de santé, en revanche, c'est le groupe professionnel qui est le plus représenté parmi celles et ceux qui sont identifiables dans les archives judiciaires. J'ai travaillé sur 2 corpus d'archives. Premièrement, les archives de la Bastille, qui sont des archives qu'on qualifie souvent de judiciaro-policières, puisque c'est le lieutenant de police qui procède à des arrestations et les personnes ne sont pas toujours jugées derrière, hein. Elles restent parfois simplement incarcérées sans autre forme de procès, hein. On est vraiment là au cœur de l'arbitraire royal qui sera dénoncé par la suite. Et lorsqu'il y a des procès, ils relèvent de la justice extraordinaire, hein. C'est souvent des cours de justice ponctuels qui sont créés à des moments de la répression, notamment pendant l'affaire des poisons. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui a eu lieu entre 1679 et 1682. Donc voilà, il y a une cour de justice qui va être mise en place de façon temporaire et ponctuelle pour juger des crimes d'empoisonnement, mais aussi des crimes d'avortement à cette période. Dans ces archives, on trouve beaucoup d'avorteurs et d'avorteuses car c'est eux et leurs secrets, hein, qui vont intéresser les autorités. Au départ, on va plutôt s'intéresser aux empoisonneurs dans ce contexte-là et rapidement, en fait, on se rend compte que la frontière est assez floue entre les types de savoirs subversifs, hein, et que entre l'empoisonnement et l'avortement, finalement, il y a beaucoup de similitudes. La Voisin, Catherine Monvoisin, vous avez peut-être déjà entendu vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un personnage parfois connu, hein, la célèbre Voisin, qui est réputée être une empoisonneuse, et en fait une avorteuse aussi, très importante. Elle a fait avorter, alors d'après certains, des milliers de femmes. En tout cas, elle en a fait avorter, beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment des milliers, mais elle en a fait avorter beaucoup et donc elle avait les 2 casquettes. Dans ces archives de la Bastille, j'ai pu identifier une cinquantaine d'avorteurs, sur la période 1669-1711 et un tiers de ces avorteurs appartient, enfin, en tout cas, fait partie des praticiens de santé. Donc c'est les 33 en bleu, hein, que j'ai dénommé professionnels, praticiens de santé, je ne sais plus comment je l'ai écrit, je ne vois pas ma légende, mais enfin, en tout cas, qui ont une profession de santé. Et parmi cette profession de santé, on trouve des médecins, des chirurgiens, des sages-femmes et un apothicaire. Si on s'intéresse au genre de ces professionnels de santé, on constate que la répartition est assez paritaire, presque, puisqu'on compte 9 femmes et 7 hommes, ce qui va à l'encontre de certains stéréotypes faisant reposer la pratique des avortements quasi exclusivement sur les épaules des mauvaises matrones, hein, que j'ai déjà évoquées, qu'on trouve en filigrane dans la littérature médicale. Et si ça vous intéresse, enfin peut-être certains connaissent, mais ce stéréotype de la mauvaise sage-femme a déjà été très bien analysé par Thomas Forbes dans The Midwife and the Witch. Alors c'est un ouvrage qui est un peu ancien, mais qui, sur les représentations de la mauvaise sage-femme à l'époque moderne, est encore tout à fait intéressant. Donc on retrouve majoritairement des sages-femmes, des médecins et des chirurgiens, mais un seul apothicaire dans ces praticiens de santé. Alors, les apothicaires sont relativement absents des archives judiciaires, non pas qu'ils ne participent pas à des avortements, mais cela s'explique pour 2 raisons. Hem, Ils sont parfois pourvoyeurs de remèdes abortifs à leur insu. J'ai trouvé par exemple, une femme qui est la femme d'un chirurgien et qui veut faire avorter une jeune femme qui vient la trouver et en fait, elle a recours à des stratégies pour aller chercher un remède chez un apothicaire puisque l'apothicaire refuse en premier lieu de lui en donner parce qu'elle est en âge de procréer, hein. C'est une femme qui doit avoir une quarantaine d'années et donc finalement elle réussit à envoyer une vieille voisine très âgée chercher la poudre à sa place et l'apothicaire accepte de lui donner. Donc il y a voilà, comme ça des stratégies de manipulation des apothicaires, hein, qui ont une importante réglementation et ne peuvent délivrer certains remèdes comme la sabine, qui est un abortif notoire, que sur prescription médicale.
Et parfois, ce qu'on constate dans les archives de la Bastille, quand les apothicaires apparaissent à la marge comme ça, dans des avortements, c'est qu'en fait la chaîne est tellement grande que, il y a tellement d'intermédiaires entre la femme qui avorte et l'apothicaire qui va donner le remède, que la culpabilité est un petit peu éclatée et finalement les apothicaires, bon, on les mentionne à la marge, mais ils ne sont pas du tout au cœur de, ces archives. C'est pas eux qui intéressent, les autorités, en tout cas dans les archives que j'ai pu, trouver. J'ai aussi travaillé sur les archives des juridictions ordinaires, donc là c'est, des tribunaux, classiques, j'ai envie de dire. Alors là, j'ai surtout travaillé sur des tribunaux provinciaux, alors que les archives de la Bastille, s'intéressent, enfin en tout cas, hem, concentrent une population parisienne, hein, la Bastille se trouvant à Paris. Dans les archives, provinciales, dans les archives des juridictions ordinaires, pardon, j'ai travaillé sur les tribunaux, provinciaux qui, eux, s'intéressent aux crimes de recel de grossesse et suppression de part, heu, que, j'ai mentionnés, tout à l'heure. Dans ces archives, les praticiens de santé apparaissent beaucoup, mais ils sont relégués au second plan, puisque, ce ne sont pas eux qui intéressent les autorités, mais les femmes qui ont caché leur grossesse et leur enfantement, enfin en tout cas, qui ont cherché à supprimer leurs fruits, d'après la terminologie, de l'époque. Donc en fait, ces praticiens de santé, on les trouve, mais ils ne sont pas toujours interrogés, très rarement interrogés. Parfois, ils déposent, donc on a des dépositions et ils apparaissent comme témoins dans les procédures, hein. Les dépositions de témoins sont souvent assez, enfin en tout cas plus courtes, hem, mais c'est pas toujours le cas. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, même quand ils interviennent dans le processus et qu'a priori, ils sont à l'origine de l'avortement, ils bénéficient d'une forme d'impunité et sont très rarement inquiétés par les autorités dans ce contexte-là. Mais en tout cas, hein, ce qu'on constate, après l'étude de ces archives, c'est qu'ils sont quand même très sollicités par, les femmes qui souhaitent avorter et dans ces archives-là, c'est majoritairement les chirurgiens qui sont sollicités et puis aussi, un petit peu les sages-femmes. Dans, le procès mené contre Antoinette Mérigot en 1697 par la justice de Saint-Forgeux, donc c'est dans le Rhône, le chirurgien est interrogé. C'est un des rares cas où j'ai un interrogatoire de chirurgien. La plupart du temps, donc comme je disais, ils n'apparaissent pas, dans, les procédures. Donc Antoinette avorte à 6 mois de grossesse, 48 heures après avoir été saignée par, le chirurgien nommé, Damanin. Et donc elle a été saignée et elle a pris un remède, ce qui est, mentionné dans les sources comme une poudre contre les fièvres et elle avorte donc 48 heures après. Le chirurgien est interrogé, il dit d'abord ne pas avoir été au courant de la grossesse, sauf qu'il y a un certain nombre de témoignages, hein, qui, accusent le chirurgien et qui montrent qu'il était au courant de la grossesse, donc le juge le met face à ces contradictions. Je cite l'interrogatoire: «Nous lui avons remontré qu'il ne dit pas, la vérité, puisque 3 mois avant ses couches, lui répondant, dit à plusieurs personnes qu'elle était enceinte. Damanin donc répond qu'à la vérité, ladite Mérigot le fit appeler pour le soigner et que pour lors, il connut qu'elle était enceinte et ce qui l'obligeait d'en avertir les voisins». Donc là, on voit bien qu'il tourne la contradiction à son avantage, hein, en disant qu'effectivement, il avait connaissance de la grossesse et qu'il a prévenu les voisins pour qu'il y ait des témoignages, afin de l'empêcher de, nuire à son fruit. Et en fait, il dit qu'il ne lui a donné qu'un vomitif et une poudre pour les fièvres, mais aucun remède qui, pouvait, mettre un terme à sa grossesse. Il ajoute d'ailleurs qu'il lui a dit de prendre garde à son fruit, de bien faire attention, à, ne pas, se blesser et en fait, voilà, l'affaire est enfin voilà, suite à cet interrogatoire, il n'est pas plus inquiété par la justice et je dirais on oublie son existence dans la suite du procès. Cette forte participation des, praticiens de santé aux avortements, ouh là là, je vais essayer de me dépêcher, s'explique par l'étendue de leur savoir anatomique, physiologique et plus largement, médical, et ces connaissances les conduisent à pratiquer des manœuvres abortives spécifiques qui les distinguent des manœuvres, en fait effectuées par les autres avorteurs qui ne sont pas des professionnels de santé.
Il existe 2 façons de faire qui leur sont propres. Les 2 impliquent des gestes techniques et donc un savoir-faire et des connaissances anatomiques précises. La manœuvre la plus, traditionnelle pratiquée par ces professionnels de santé, notamment par les chirurgiens, est double. C'est, la saignée qui s'accompagne de l'ingestion, d'un remède, comme c'est le cas pour Antoinette Mérigot, hein, que je viens d'évoquer. Donc c'est souvent l'ingestion du remède, hein, qui provoque l'avortement, mais ce qui est intéressant, c'est que, la pratique de la saignée est perçue comme un acte absolument essentiel, au résultat et dans les représentations de l'époque, elle est vraiment perçue comme la pratique abortive par excellence. Par exemple, en 1669, une jeune femme nommée Jeanne Bourgeois est accusée d'avoir caché sa grossesse et supprimé son fruit, et dans son interrogatoire, elle affirme que, quand elle a donné, connaissance de sa grossesse à son amant, celui-ci lui a dit de se faire saigner, promptement, afin d'éviter que la grossesse se développe. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. C'est une pratique qui est directement héritée de la formation médicale de ces praticiens de santé, et qui repose sur une conception, de, la physiologie basée sur la théorie, hein, des humeurs, sur une conception humorale de la maladie, à savoir que la maladie proviendrait d'un déséquilibre des humeurs dont le sang, fait, partie, et donc on craint la pléthore sanguine, c'est-à-dire le surplus, de sang, et donc la saignée est un remède important, hem, pour pouvoir, soigner cette pléthore sanguine. La saignée peut être faite à différents endroits du corps, mais c'est souvent la saignée du pied, hein, qui est réputée être, abortive, et c'est d'ailleurs celle-là qu'on retrouve dans les archives, bien souvent, quand, les femmes cherchent à avorter. La deuxième façon de faire, donc ça c'est la première façon de faire qui est exclusive aux praticiens de santé, c'est une nouveauté du XVIIe siècle. Les traces les plus anciennes que j'ai trouvées datent de la seconde moitié du XVIIe siècle, et il s'agit d'une pratique qualifiée d'opération par certains, qui consiste en l'introduction d'un objet dans le col de l'utérus pour percer, la membrane. C'est donc une technique, mécanique. Le médecin de Rouen, Jean Chandelier, explique en 1689 que, pour faire, cet avortement, donc il met une sonde dans le col de la matrice. Il faut trouver l'orifice et insinuer la sonde pour pouvoir percer la membrane. C'est des instruments chirurgicaux qui sont utilisés dans le cadre de cette pratique, hein, notamment une sonde chirurgicale ou encore des seringues qui sont utilisées par, certaines sages-femmes. D'ailleurs, il existe aussi un certain entre-soi professionnel dans la transmission de, cette technique, puisque, la sage-femme Catherine Lepère, hein, qui, est arrêtée en 1679 et qui pratique cette technique, dit l'avoir, apprise d'un médecin anglais qui lui a montré comment faire, et elle-même l'a transmise à ses, 2 filles qui sont sages-femmes. Et le médecin, rouennais Jean Chandelier que je viens de mentionner, lui, l'a apprise d'un apothicaire qui ne lui a pas montré, mais qui lui a simplement expliqué, hein, donc ce qui présuppose que lui, il ait un savoir suffisant pour comprendre et pour pouvoir ensuite, répéter l'opération, chez lui. Je m'arrête là, du coup, j'ai pas le temps de terminer parce que j'avais prévu trop de choses à dire. Je suis absolument désolée de confirmer les stéréotypes sur les chercheurs français qui dépassent le temps. Voilà, je dirais juste que, les connaissances des professionnels de santé les placent en premier, au 1er rang des avorteurs et des avorteuses, et leur proximité avec les femmes, hein, notamment chez les sages-femmes, explique aussi, hein, ce rôle de, prédilection malgré les interdictions répétées, puisque c'est souvent la solidarité et l'empathie que les sages-femmes, mettent en avant quand elles disent qu'elles ont, avorté, certaines femmes. Voilà, et je m'arrête juste sur le témoignage d'une sage-femme, hein, qui dit: «Il est vrai qu'elle a fait serment lors de sa réception à la maîtrise de jurée matrone de finalement exercer sa profession, mais n'a rien fait que pour cacher les péchés des femmes et des filles». Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On entend les applaudissements lointains sur Internet. Je suis sûr que le temps de débat et de questions va permettre de développer les points qui n'ont pas été développés. Une chose est sûre, la parole est à vous dans la salle virtuelle. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vais même arrêter l'enregistrement. Un peu plus à la clandestine. Donc voilà, ma présentation va être assez sommaire. Je passe rapidement sur une période où vous allez voir, il se passe quand même beaucoup de choses.
Donc, c'est ça, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin, ça va me faire plaisir. Donc voilà, c'est la période que je couvre, s'ouvre avec une réforme législative du Code criminel sur l'avortement au Canada en 69 et se termine avec l'arrêt des poursuites contre le docteur Maurienne Taylor, qui sont des poursuites assez emblématiques là, de l'histoire de l'avortement au Québec. Donc, durant ma présentation, je vais montrer un peu deux moments de l'élaboration, en fait, des réseaux féministes d'avortement. Donc, le premier étant la création de ces réseaux-là et ensuite une période un peu de réorganisation là, où ces réseaux se réorientent vers les États-Unis. Alors, pour commencer, je vais revenir, c'est ça, sur la réforme du Code criminel de 69. En fait, c'est ça, c'est le Bill Omnibus qui est présenté par le Parti libéral de Pierre-Éliott Trudeau et adopté en 69. En fait, cette réforme-là a pour effet de décriminaliser l'homosexualité et la contraception et de permettre la pratique des avortements thérapeutiques. Qu'est-ce qu'un avortement thérapeutique dans ce cas-ci? Donc, c'est un avortement qui est pratiqué à l'intérieur d'un hôpital qui a mis sur pied un comité d'avortement thérapeutique. Ces comités-là sont composés de 3 médecins qui vont juger au cas par cas des demandes d'avortement pour décréter lesquelles finalement mettent effectivement, quelles grossesses mettent effectivement en danger la santé de la mère. Donc, la définition de la santé, par contre, n'est pas inscrite dans la loi. Ça va créer des grandes disparités, en fait, entre les hôpitaux. Certains comités vont inclure des considérations psychosociales et économiques à la santé, tandis que d'autres vont seulement considérer là, les critères physionomiques. Donc, le Québec, au lendemain de cette réforme-là, est la province canadienne où il se pratique le moins d'avortements thérapeutiques dans les hôpitaux. On compte seulement 7,4 % du nombre des avortements qui sont pratiqués à l'échelle canadienne. Ça s'explique entre autres parce que les hôpitaux franco-catholiques sont particulièrement réticents là, à offrir des services d'avortement. C'est ça. Et en fait, la très, très grande majorité des avortements vont être faits dans les hôpitaux anglophones du Québec, donc principalement à Montréal. On parle de l'hôpital général, du Reddy Memorial ou du Jewish Hospital. Donc, en 1975, en fait, ces 3 hôpitaux-là pratiquent encore environ 84 % des avortements thérapeutiques au Québec. Donc, la pratique de l'avortement légal est vraiment concentrée à Montréal. Puis, on comprend évidemment que l'absence de services d'avortement dans les hôpitaux francophones va surcharger les hôpitaux anglophones et donc que les femmes ont beaucoup de difficultés à obtenir un avortement. Vous me voyez venir, donc ça amène à la création du service de référence pour avortement par les militantes féministes. Donc en fait, dans ce service-là, les militantes vont vraiment jouer un rôle d'intermédiaire entre des femmes et des médecins qui acceptent de pratiquer des avortements sur demande dans leur clinique privée. Voilà, donc hors du cadre permis par la loi, parce que ce n'est pas un centre hospitalier, et c'est des avortements qui sont faits sur demande, là, sans la validation du comité d'avortement thérapeutique. Donc, l'histoire de ce service-là débute avec la publication du Birth Control Handbook par des étudiants et étudiantes de l'Université McGill. En fait, il s'agit d'un pamphlet qui diffuse de l'information sur la contraception et l'avortement à une période où c'est encore très difficile d'obtenir cette information-là. C'est un pamphlet qui connaît un succès immédiat. Il y a énormément de copies qui circulent presque au lendemain de sa publication. Voilà, suite à cette publication-là, l'équipe de rédaction va recevoir énormément d'appels de femmes qui demandent de l'aide pour obtenir un avortement. Et donc, à partir de là, c'est les militantes du Women's Liberation Movement qui vont prendre ces femmes-là en charge et créer le premier service de référence. Plusieurs femmes du Front des femmes de libération... excusez-moi, je recommence. Plusieurs militantes du Front de libération des femmes du Québec sont en contact avec les militantes anglophones du Women's Liberation Movement et le service va passer assez rapidement là, aux mains des féministes francophones, donc dès 1970. Lorsque le FLFQ se dissout, c'est les militantes du Centre de santé, du Centre des femmes, qui reprennent le service jusqu'en 1974. Puis là, il y a encore une autre réorganisation et ça va être le Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit qui prend la relève du service.
Donc, comment est-ce que ça fonctionne un peu ce service de référence-là? En fait, les militantes nouent des ententes avec les médecins montréalais. Donc, les militantes envoient les femmes se faire avorter dans les cliniques privées, dont la clinique du docteur Morgenthaler, et les médecins vont en échange payer le loyer du groupe militant. Donc, c'est ça. Par exemple, le Centre des femmes réfère environ une 60aine de femmes par semaine là, à différents médecins. Donc, malgré certaines exceptions, ce qui est intéressant aussi, c'est que les médecins acceptent que ce soit les militantes qui fixent le prix des avortements demandés aux femmes. Donc, c'est ça ce qui permet finalement aux militantes féministes de moduler les prix en fonction de la capacité de payer des femmes qui font affaire à elles. Et donc, je vous cite là, un petit extrait d'une entrevue que j'ai menée avec une ancienne militante. Là. Elle nous disait, par exemple, que quelqu'un qui nous arrivait puis qui avait 16 ans et demi puis qu'elle était aux abois et qu'elle arrivait de Rouyn-Noranda en cachette de sa mère, ça lui coûtait pas cher. Ça pouvait lui coûter 50 $. Bon, l'épouse d'un lieutenant de la Sûreté du Québec qui avait eu une malheureuse aventure avec son voisin, elle, on lui chargeait le maximum. Donc, c'est ça. On voit que c'est vraiment modulé selon le contexte. Puis, bon, moi, j'avance que cette façon de faire-là s'ancre finalement dans une approche féministe parce qu'on veut que toutes, finalement, aient accès à ce service-là, peu importe là, leur capacité financière. Un autre aspect super intéressant du service de référence, c'est l'organisation de rencontres d'information. En fait, le caractère féministe du service passe beaucoup par ces rencontres d'information-là, qui sont des rencontres de groupe avant l'intervention où les militantes expliquent là, le déroulement de l'avortement, les précautions hygiéniques à prendre après l'intervention, puis les méthodes de contraception. Elles vont aussi animer une discussion là, plus politique sur la situation de l'avortement au Québec et sur la situation des femmes qui avortent. C'est ça qui permet cette discussion va permettre de briser un peu les tabous et les préjugés là, qui entourent l'avortement. Donc, cette rencontre-là s'inscrit dans la tendance des Consciousness Raising Group, assez populaire aux États-Unis, puis plutôt emblématique là, du féminisme de la deuxième vague. Donc, il s'agit en fait de faire émerger les aspects politiques de la vie des femmes par le partage d'expériences individuelles. Ces rencontres vont finalement permettre de sortir la maternité, le refus de la maternité de la marginalité, puis créer un sentiment de solidarité et d'entraide. Finalement, ces rencontres-là permettent aussi l'empowerment des femmes par le transfert de connaissances sur la santé sexuelle et reproductive. Je l'ai dit, l'information est plutôt difficile là, à obtenir à ce moment-là. Et donc, ça permet aux femmes de s'approprier des connaissances sur leur corps et leur santé, alors que plusieurs sont particulièrement ignorantes dans ce domaine. Ensuite, bon, pour comprendre un peu comment ces réseaux de référence-là sont vraiment subversifs, je vais revenir sur les normes sociales qui sont véhiculées par la réforme de 69 sur l'avortement. La première étant l'essentialisation de la maternité. En fait, je ne prétends pas vous apprendre rien, là. Je vais revenir brièvement sur la théorie des sphères séparées là, depuis le 19e siècle, qui est fortement liée au rôle reproducteur des femmes, puis qui a pour effet de stigmatiser, voire de pathologiser le refus de la maternité. Puis en fait, tout ça crée une hiérarchisation des comportements reproductifs qui, en fait, la dépréciation des femmes sans enfants sert de mécanisme régulatoire pour pousser les femmes à choisir la maternité. Et donc, la maternité apparaît comme ce que les femmes normales font et les femmes qui refusent la maternité sont suspectes. Et puis, cet a priori-là va conditionner l'accès à l'avortement. Donc, la réforme du Bill Omnibus est ancrée dans cette logique parce que le choix de l'avortement est confié à un comité de médecins. Donc, leur rôle est justifié par les conditions déviantes de la société. Ces femmes ne sont juste pas jugées compétentes pour prendre la décision de mettre fin à une grossesse non désirée. Donc, les militantes féministes portent évidemment un contre-discours en remettant en question l'adéquation entre femmes et maternité. Elles mettent de l'avant que le rôle qu'on assigne aux femmes est construit politiquement, puis elles cherchent à normaliser évidemment le refus de la maternité. Comme j'ai dit, ben, ça passe beaucoup à travers les rencontres d'information, certainement à travers leur discours politique. Puis finalement, ben, l'objectif est de sensibiliser les femmes à cet enjeu.
Donc, les réseaux d'avortement sont aussi subversifs parce qu'ils offrent des avortements sur demande et valorisent le choix des femmes sans recourir à la validation des médecins. Ensuite, je vais dire aussi que la réforme de 69 poursuit un courant de médicalisation de l'avortement qui débute au 19e siècle avec l'affirmation de l'institution médicale. En Amérique du Nord, moi j'avoue que je me base sur la littérature de l'Amérique du Nord. Donc, parce que potentiellement dommageable pour les femmes, donc on revient encore une fois sur le discours de l'essentialisation de la maternité, l'avortement devient un traitement pour les grossesses à risque qui doit être prescrit par un médecin. Donc, tout ça, cette médicalisation-là, enclenchée au 19e siècle, sort l'avortement de l'univers des soins féminins et notamment de la pratique des sages-femmes. Donc, la réforme de 69 médicalise l'avortement de plusieurs façons. J'ai dit, les comités d'avortement thérapeutique médicalisent le choix de l'avortement et renforcent aussi la distinction entre les avortements thérapeutiques, donc justifiés par l'institution médicale, et l'avortement sur demande, qui est plus marginalisé. Donc, sur le plan des pratiques, le fait que les avortements thérapeutiques soient pratiqués dans les centres hospitaliers entraîne aussi une utilisation accrue des techniques biomédicales, donc l'anesthésie générale, l'hospitalisation, ce qui constitue encore une fois une forme de médicalisation. Les réseaux féministes sont vraiment des lieux de résistance à la médicalisation de l'avortement. Les militantes veulent sortir l'avortement de la logique de traitement en valorisant le choix des femmes. Les rencontres d'information servent aussi à démédicaliser un peu la pratique de l'avortement en amoindrissant le rapport de pouvoir entre les médecins et les patientes, en donnant de l'information. Puis aussi en faisant affaire avec des cliniques privées, les avortements pratiqués dans les réseaux féministes sont médicalisés en centre hospitalier parce qu'on n'a pas recours à l'anesthésie générale ni aux hospitalisations. Donc maintenant, j'en arrive le deuxième moment de ma présentation qui est finalement la réorientation des réseaux en 1973 vers les États-Unis. Donc, c'est ça, en 1973, les militantes vont élaborer une stratégie transnationale pour finalement répondre au climat sociopolitique qui est vraiment très difficile à partir de ce moment-là au Québec. En fait, en 1973, c'est l'ouverture du procès de Morgentaler pour avoir pratiqué illégalement des avortements dans sa clinique. Il va être acquitté à 3 reprises par des jurys entre 1973 et 1976, mais ces verdicts vont être à chaque fois renversés par la Cour d'appel et la Cour supérieure. En 1976, finalement, la saga judiciaire de Morgentaler prend fin au Québec avec l'élection du Parti québécois et l'arrêt des poursuites. Donc, le nouveau ministre de la Justice va déclarer que la loi fédérale est inapplicable au Québec. Voilà, donc entre-temps, ces procès vont priver les militantes de leurs principaux collaborateurs. Le médecin Morgentaler faisait énormément d'avortements dans le réseau féministe, mais aussi créer une certaine rareté parce que les médecins montréalais vont être moins enclins à pratiquer des avortements dans leur clinique vu les risques qu'ils encourent. Morgentaler, c'est un peu d'exemple. Donc, ces procès ont également des conséquences sur les groupes féministes qui deviennent la cible d'intimidation de la part des forces policières. Je dois mentionner qu'au début des années 70, il y a quand même un courant de répression des mouvements sociaux au Québec dans la foulée de la crise d'octobre. Donc, le gouvernement va adopter une attitude assez sévère envers les mouvements sociaux. Puis on peut penser, par exemple, à plusieurs épisodes de répression de grève syndicale et manifestations. Donc, voilà, pour citer les travaux de Gilles Boykoff sur la répression des mouvements sociaux aux États-Unis, j'ai parlé un peu de la surveillance ostentatoire. En fait, Boykoff nous dit que la surveillance des mouvements sociaux agit comme mécanisme de contrôle social en créant un sentiment de sanction imminente et en comprimant l'espace de manière à ce que les groupes se sentent moins capables d'agir librement. Donc, les groupes féministes font l'objet d'une surveillance ostentatoire. Je vais donner un petit exemple rapide. Là. En fait, c'est une militante, encore une fois, lors d'une entrevue qui me racontait que les policiers étaient entrés dans les locaux du comité de lutte en dehors des heures d'ouverture pour déposer une copie d'un journal avec l'étiquette postale du service de police sur la table. Donc là, c'est qu'ils étaient venus et qu'ils nous laissaient un petit signe comme quoi ils étaient passés. Là, il y avait eu l'ordre de faire peur au monde, de faire de l'intimidation.
Cette surveillance s'accompagne de perquisitions. Le 21 février 1973, quelques mois avant l'arrestation de Maurienne Teller, et la seconde le 25 juin 1975, dans la foulée de son second procès. Ces perquisitions surviennent sans motif clair et les militantes sont souvent arrêtées sans mandat. Par exemple, en 1973, les policiers saisissent le matériel qui serait à la publication de la revue du groupe québécoise de lutte, alors qu'ils avaient le mandat de trouver des preuves d'une pratique illégale d'avortement dans les locaux du Centre des femmes. Donc, on voit qu'ils ne se gênent pas pour dépasser le mandat. Donc, ces perquisitions-là ont un double objectif, d'abord de nuire aux activités politiques et possiblement d'amasser également des preuves contre Maurienne Teller. Les arrestations des militantes sont aussi des moments où les policiers rappellent aux militantes la marginalité de leurs activités. En fait, au poste, les militantes vont être victimes d'abus verbaux qui ciblent particulièrement leur comportement sexuel hors norme, leur statut marital, l'absence d'enfants, etc. Donc, tout ça agit un peu pour punir les comportements jugés déviants par une certaine forme d'humiliation. Et j'en arrive à la réorientation de la référence. Donc, on comprend que ce climat répressif-là rend impossible de poursuivre la référence à Montréal. Les militantes vont donc visiter plusieurs cliniques et hôpitaux américains pour référer des femmes pour des avortements. En fait, le réseau féministe est garant d'une certaine qualité des avortements qui vont être pratiqués aux États-Unis parce que finalement, les militantes s'assurent que les services qui sont fournis sont acceptables. Donc, elles vont référer les femmes de moins de 12 semaines dans une clinique privée de Harlem où une gynécologue accepte de recevoir les femmes. De la manière dont les militantes décrivent cette clinique-là, c'est assez modeste. C'est dans un demi-sous-sol, les planchers sont peu entretenus, le mobilier est assez réduit. Donc, l'allure de la clinique et la réputation de Harlem à ce moment-là crée certaines appréhensions chez les femmes là, qui vont aux États-Unis. Pour les avortements de plus de 12 semaines, la référence se fait aussi dans les hôpitaux new-yorkais, mais là encore, les installations rassurent pas trop les femmes qui vont s'y faire avorter, hein, parce que ces hôpitaux-là ont été choisis parce que les médecins acceptent de réduire les coûts. Donc, on comprend que ce n'est pas nécessairement les hôpitaux les plus luxueux qu'on retrouve. Et c'est là que le gage de qualité, en fait, associé au service féministe est essentiel. Parce que pour rassurer un peu les femmes qui avortent dans ces endroits. Les militantes vont aussi négocier les prix, je l'ai dit pour les hôpitaux, puis pour les avortements dans la clinique. En fait, elles réussissent à conclure une entente semblable à celle qu'elles avaient avec les médecins de Montréal, c'est-à-dire que la gynécologue va accepter de moduler le prix en fonction de la capacité de payer des femmes. C'est des voyages qui sont éprouvants. Hein. Plusieurs font un long trajet vers Montréal avant de repartir vers New York. Elles voyagent de nuit, elles arrivent à New York à 8 h le matin, elles avortent le matin et elles repartent en début d'après-midi. Donc, c'est physiquement très difficile pour elles. Puis à ça s'ajoute une charge mentale, émotionnelle. Hein. Plusieurs femmes vivent ces voyages seules. Parce que l'avortement est encore stigmatisé. Puis elles prennent souvent la décision d'avorter seules et le cachent à leur famille, parfois même à leur conjoint. Donc, dans ces voyages-là, les militantes vont faire un important travail de care de gestion émotionnelle auprès des femmes. Les rencontres d'information ont toujours lieu avant le départ pour New York. C'est l'occasion pour les femmes de recevoir de l'information sur la procédure en français parce que la clinique est unilingue anglophone, on l'aura compris. Donc, le rôle d'assistance médicale des féministes se développe durant cette période. Les militantes vont faire tout un travail de préparation en calculant le nombre de semaines de grossesse et en s'assurant que les femmes aient confirmé la grossesse, fait un test d'urine et tout ça. Donc, durant le passage américain, les réseaux féministes vont être confinés un peu dans le travail de care, comme j'ai dit durant les voyages, mais vont tenter de s'en éloigner dans les rencontres d'information en misant plus sur le caractère politique de l'avortement. Donc, le contenu des rencontres d'information change. Elles veulent vraiment faire prendre conscience aux femmes du caractère subversif du service de référence, puis elles vont mettre davantage l'accent sur la lutte politique pour l'avortement. Elles mettent aussi l'accent sur les légalités du service et sur l'attitude à adopter devant une enquête policière. Par exemple, elles vont afficher dans les locaux du Centre des femmes qu'elles ont le droit de rien dire s'il y a une perquisition politique. Donc, les militantes souhaitent vraiment faire davantage du service durant cette période-là un outil de mobilisation.
conclure assez rapidement. Je pense que je suis rentrée bien dans le temps. Donc, c'est en fait, les réseaux féministes constituent des espaces de subversion des normes sociales sur l'avortement, et ce, de manière ininterrompue malgré les obstacles depuis 1969. Donc, cette lutte menée à partir de l'organisation concrète de services est particulièrement importante dans l'histoire de l'avortement au Québec. Et ces réseaux jettent les bases de l'approche féministe en santé qui va se développer et s'institutionnaliser dans les centres de santé des femmes durant les années 80. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Je laisse le temps à la salle de se préparer. J'en profite pour vous dire, Marie-Laurence, que je pense que votre micro s'embarque dans vos feuilles. À chaque fois que vous tournez votre feuille, votre micro fait des siennes. Oh, désolée. Il n'y a vraiment pas de mal. Je pense que tout le monde a très bien compris votre propos et c'était vraiment intéressant. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui s'en viennent. Je laisse la parole à la salle. Manifestez-vous d'une manière ou d'une autre. Danick. Oui, merci. Est-ce que c'est possible de faire une histoire de l'avortement au Québec sans passer par Morgan Thaler? Parce qu'on dirait que le focus sur Morgan Thaler, il est en partie justifié, là, parce que bon, c'est un gros acteur de cette histoire-là. On dirait que ça minimise un peu les réseaux assez organisés, structurés que tu montres qui existaient avant le procès Morgan Thaler, qui ont continué d'exister pendant. Est-ce que c'est possible un peu de pas nécessairement le contourner, mais de faire moins tourner l'analyse autour de cet acteur-là en particulier? Ben, c'était mon objectif. En fait, oui, c'est ça. En étudiant les groupes féministes qui organisent l'avortement, c'est ce que je voulais faire, partir d'une histoire de l'avortement au Québec qui ne soit pas judiciaire trop de un, puis qui s'éloigne un peu de Morgan Thaler. Par contre, c'est sûr que les procès, tout ça conditionne le contexte, donc c'est difficile. Puis le fait qu'il ait collaboré également très, très étroitement, les femmes, les féministes travaillaient avec lui. Puis instinctivement, toutes les militantes que j'ai rencontrées là, dans mon enquête orale me parlaient de Morgan Thaler. Donc, je pense que il faut le prendre en compte, puis je pense qu'il a été important, évidemment, mais il faut aussi valoriser tout le travail de soutien là, que les militantes ont fait, puis c'est ça. Est-ce que ça répond un peu? Oui, absolument. Ben, je pense que tu le fais bien, mais c'est ça, c'est comme, on dirait moi, je ne suis pas spécialisé là, en histoire de l'avortement, mais dans le discours public sur l'histoire de l'avortement, c'est souvent ça qui revient. Fait que je me demandais si l'historiographie avait rattrapé un peu le retard comme toi tu le fais, ou si tu es un peu tout seul dans ton combat. Ben, je dirais jusqu'à présent, je pense que je suis un peu toute seule. Il n'y a pas énormément d'historiographie qui s'est développée là, à ma connaissance. En tout cas, peut-être que des gens travaillent en ce moment là-dessus, puis je l'espère. Mais je pense qu'au Québec, c'est encore peu abordé, l'histoire de l'avortement, outre que par Morgan Thaler.